Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors après le test la fois dernière de la 7800 XT Pulse, et bien aujourd'hui on a la petite sœur, la 7700 XT Pulse de chez Sapphire. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors la 7700 XT, eh bien c'est une carte basée sur la puce Navi 32 et donc l'architecture RDNA 3 de chez AMD, tout comme la 7800 XT qui est sortie il y a quelques semaines. On est donc toujours sur une carte sur base de chiplets et on retrouve donc un JCD, donc c'est la puce où il y a les unités de calcul. Le JCD il est fabriqué sur le process 5N de chez TSMC et autour de celui-ci eh bien, on retrouve nos 4 MCD qui sont eux sur le 6N de chez TSMC. Et les MCD c'est là où on retrouve les contrôleurs mémoire et aussi le cache de niveau 3 et sur la 7700 XT eh bien, on a un de ces MCD qui est désactivé. Mais bon, ça on va y revenir juste après car c'est très important. Alors la 7700 XT, eh bien c'est une version castrée de la 7800 XT. Au niveau des changements majeurs, on a une coupe plutôt modérée sur les compute units puisqu'on passe de 60 à 54. Donc c'est une baisse de 10% environ des unités de calcul. Et tout ce qui en découle aussi, au niveau des TMU, des RT Core et tout ça. Au niveau des ROS, par contre, on est sur la même configuration avec 96 pour les deux cartes. Par contre, la plus grosse coupe se situe au niveau du bus mémoire, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, vu qu'il y a un DMCD qui est désactivé, on passe d'un bus 256 bits pour la 7800 XT à un bus 192 bits pour la 7700 XT. Mais en plus de ça, on a aussi de la RAM moins rapide, ce qui fait qu'on passe de 16 Go de GDDR6 à 19.4 Gbps seconde à 12 Go de RAM en GDDR6 aussi, mais à 18 Gbps seconde. Et cette double coupe, ça nous fait une baisse de la bande passante d'un peu plus de 30%, ce qui est quand même assez massif. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, comme sur les MCD, on a aussi le cache de niveau 3, et bien on en a forcément moins sur la 7700 XT, on passe donc de 64 à 48 mégas de cache, soit 25% de moins là aussi. Au niveau des fréquences GPU par contre, on reste dans les mêmes eaux, avec même une fréquence légèrement plus élevée que sur la 7800 XT, puisqu'ici on est sur 2544 MHz au lieu de 2430, sûrement pour tenter un petit peu de pallier aux autres coupes sur le GPU. Donc rien qu'avec ces différents éléments, 10% de performance brute en moins, 30% de bande passante en moins, on a aussi moins de cache, on peut tabler sur une perte de performance d'environ 20% en moyenne, avec des variations plus ou moins importantes, je dirais selon le jeu qu'on va utiliser, si celui-ci est plus ou moins gourmand du côté de la bande passante ou pas, et on aura aussi probablement un scaling moins sympathique, au plus on va monter aux résolutions, au plus l'écart avec la 7800 XT risque d'être important en fait. Et pour vérifier tout ça, aujourd'hui on est sur une RX 7700 XT de chez Sapphire, le modèle Pulse, tout simplement car c'est un des moins chers qu'on peut trouver sur le marché, et concrètement, c'est exactement la même carte que pour la 7800 XT Pulse de la dernière fois. Donc on retrouve le même design de la gamme Pulse, on aime ou pas le style, on n'a pas de RGB sur ce modèle, on est sur une carte qui fait 28 cm en longueur, 12,9 cm en largeur, ça mange 2,5 slots, donc 3 slots, et ça pèse légèrement plus d'1 kg. On a une backplate en métal, un 2x8 pins pour l'alimentation, et au niveau des sorties vidéo, c'est ici 2 HDMI et 2 DisplayPort. Du côté de la consommation, on est vraiment à peine en dessous de la 7800 XT, puisqu'on est sur 245 watts au lieu de 263, ce qui fait pas une différence énorme, ce qui est plutôt logique en fait, puisque le gros de la consommation, c'est sur les unités de calcul, et pas sur les MCD par exemple, ce qui fait qu'au niveau efficacité énergétique, la carte devrait être probablement moins bonne que pour la 7800 XT. Du côté des nuisances sonores, alors c'était déjà très correct sur la 7800 XT Pulse, ici c'est exactement la même chose, pas de différence perceptible de ce côté-là, physiquement c'est les mêmes cartes. Pour les températures, la carte est là aussi taillée pour rester entre 60 et 63 degrés, ce qui laisse un petit peu de marge pour ceux qui voudraient changer la courbe de ventilation, s'ils recherchent par exemple
encore plus de silence. Donc comme bien souvent, il n'y a vraiment quasiment aucune raison de prendre un modèle custom qui va coûter bien plus cher, en dehors de rechercher un look particulier. C'est ce que j'ai dit la dernière fois aussi pour la 7800 XT. Au niveau des performances, ça ne vous donne rien de plus d'acheter un modèle très très cher en custom, puisque même l'overclocking d'usine, vous pouvez le faire à la main. Les overclocking d'usine, c'est surtout une bonne excuse pour vous faire payer très très cher 3 clics de souris, et dans l'ensemble ici, en ce qui concerne les modèles Pulse, c'est du plutôt bon boulot de la part de Sapphire, le système de refroidissement est tout à fait adapté à la puce qui les équipe. Ça fonctionne sans problème. Au niveau tarifaire, alors AMD annonce 450$, soit environ 490€, une fois qu'on fait la conversion et qu'on rajoute la TVA. Et oui, on le sait, le prix c'est le plus gros problème de cette carte-là, mais ça on y reviendra plus tard. On va maintenant passer au test. Alors comme d'habitude, le protocole et les cartes utilisées, c'est dans la description de la vidéo. On est toujours sur 15 jeux testés avec 21 cartes pour le 1080p et le 1440p. Et pour le 3440 par 1440 et la 4K, on est sur 13 cartes. Pour la présentation des slides, ici aussi, je présenterai uniquement quelques slides en 1440p. Et tous les benches, pour toutes les autres résolutions et tous les autres jeux, c'est disponible dans une vidéo annexe que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo, dans les quelques premières lignes. Et pour ceux qui veulent observer tout ça un petit peu plus au calme, c'est aussi disponible pour les membres de la page Ko-fi. Et donc on commence avec Blender niveau applicatif. Alors on le sait, tant qu'AMD n'améliore pas le support de Rock M, ça reste quand même assez compliqué, puisque la 7700 XT se retrouve quasi à égalité avec la RTX 2080, ce qui est pas franchement génial, et on espère que ça changera par la suite, puisqu'on le sait, c'est comme la 7800 XT, normalement elles en ont beaucoup plus sous le coude pour ce type de tâches, c'est juste que c'est mal exploité à l'heure actuelle. Pour le gaming, alors on débute avec Plectel Requiem, et sur le titre, la 7700 XT se défend plutôt pas mal, puisqu'on est à peine 7% derrière la 4070, et on est plus de 20% au-dessus des 4060 Ti. Par contre, la 7800 XT se retrouve ici à 17% de perf en plus, qui est pas très loin des 20% que l'on pouvait supposer. Si on compare à la 6700 XT, on retrouve quand même un joli gain de performance avec 38% d'écart sur ce jeu-là. Une fois qu'on active le ray tracing, alors c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, puisqu'on se retrouve maintenant légèrement derrière les 4060 Ti, et là où on était à juste 7% derrière la 4070 en rasterisation, on est maintenant avec plus de 40% d'écart avec cette dernière, une fois qu'on active le ray tracing. Par contre, face à sa grande sœur, on est uniquement sur 11% d'écart, ce qui n'est pas si énorme. Par rapport à la 6700 XT, on est pas loin des 40% de mieux, donc point de vue ray tracing, c'est quand même un petit peu plus à l'aise que sur la génération précédente. Alors si on active maintenant l'upscaling, on voit que la 7700 XT atteint les 40 fps de moyenne, mais l'écart avec la 7800 XT se creuse un petit peu plus ici, puisqu'on est à environ 30% de différence entre les deux cartes. Par rapport à la 6700 XT, c'est un bon gros gap de performance, puisqu'ici on est sur 48% maintenant. Par contre, vis-à-vis des GeForce, elles sont clairement plus à l'aise en ray tracing, les 4060 Ti sont à 30% devant, et la 4070 à 80% au-dessus, et elles ont encore l'option Frame Generation pour enfoncer encore un petit peu plus le clou. Pour Baldur's Gate 3, on retrouve la 7700 XT pile entre les 4060 Ti, les 4070 et aussi la 7800 XT, avec environ 15% de différence dans les deux sens. Et on n'est pas très loin des 30% d'écart avec la 6700 XT, donc globalement sur le titre, comme on l'a déjà pu l'observer, les Radeon sont un petit peu moins bonnes que les GeForce, principalement sur les 1%. Pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, donc c'est dans le nouveau quartier, ce qu'on peut observer ici, c'est que la 7700 XT en rasterisation se débrouille vraiment très bien, c'est plus ou moins le même niveau de jeu que la 4070, on est quand même un bon cran au-dessus des 4060 Ti et de la 6700 XT. Par contre, très clairement, on voit que la 7800 XT est bien à l'avantage ici, donc c'est un jeu qui tire vraiment plutôt bien parti de la bande passante mémoire, et là la 7700 XT est un petit peu plus pénalisée que dans d'autres jeux. Et plus globalement, comme on l'avait déjà observé dans d'autres tests, Erden A3 se débrouille vraiment plutôt pas mal sur le titre en rasterisation. Par contre, si on active le ray tracing, là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, puisque là la 7700 XT s'effondre beaucoup plus que les équivalents chez Nvidia, et là la 7700 XT se retrouve plus ou moins au même niveau que l'arc A770 par exemple, on est à peine au-dessus. Donc la 4070 est quand même assez loin devant, la 4060 Ti 16Go se permet même d'être au-dessus ici. Par contre, on voit que la 4060 Ti 8Go, c'est un petit peu plus compliqué à cause de son manque de VRAM, donc les performances sont beaucoup moins bonnes. Après, j'ai envie de dire dans l'ensemble, même la 4070 n'arrive qu'à sortir 30 fps de moyenne, ce qui est quand même pas incroyable. De toute façon, pour la majorité des GPU ici, il faudra passer par la case upscaling
pour exploiter tout ça, puisque la charge est beaucoup trop lourde autrement. Et si on active l'upscaling justement, alors ce qu'on peut observer, c'est que la 7700 XT, maintenant on passe juste en dessous des 40 FPS de moyenne, alors c'est mieux que sans upscaling, mais ça reste quand même très très compliqué. Du coup, l'avantage que les GeForce avaient de base se retrouve un petit peu plus amplifié, puisque l'upscaling, ça leur permet de creuser encore plus l'écart, et là on voit que la 4070 arrive aux alentours des 60 FPS de moyenne sur le titre, avec le DLSS 2, ce qui laisse aussi l'option du DLSS 3, du Frame Generation, pour aller taper pas très loin des 100 FPS de moyenne. Donc on espère vraiment qu'AMD arrive assez rapidement avec son FSR 3 sur le titre pour que les Radeon s'en sortent un petit peu mieux. Faudra toujours bidouiller un petit peu les réglages, mais je pense qu'il y a moyen de faire en sorte d'avoir de bien meilleures performances. Mais bon, dans l'état, c'est juste beaucoup plus pertinent si on a une Radeon de jouer en rasterisation. Ça tourne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable dans l'ensemble. On enchaîne avec Formula One 2022. Alors c'est un jeu qui réussit plutôt pas mal aux cartes d'AMD, comme on le voit ici. C'est vrai que les performances et même les 1% sont quand même un bon cran au-dessus par rapport au GeForce. La 7700 XT se retrouve donc légèrement en dessous, de pas loin de 10% sur la 4070, ce qui reste vraiment plutôt pas mal. Par contre, on retrouve un écart de plus de 20% avec la 7800 XT. On conserve environ 20-25% de perf au-dessus des 4060 Ti et 6700 XT. En ray tracing, c'est pas trop mal non plus, puisqu'on est pas loin de 10% de mieux que les 4060 Ti et plus de 44% sur la 6700 XT, qui souffre beaucoup plus dans ces conditions-là. La 4070, l'écart est maintenant de 15%, et la 7800 XT, on n'est pas très loin des 20% relativement classiques. Si on active l'upscaling, on passe dans les 125 FPS de moyenne, ce qui est plutôt pas mal pour la carte. Et on voit aussi que le frame gen, ça ne bénéficie pas du tout aux 4060 Ti sur ce titre, ce qui est plutôt dommage. On voit que la 4070, elle gagne environ 20% de performance en plus, ce qui est plutôt sympathique, mais c'est pas non plus démentiel, surtout que le jeu tourne déjà très bien de base, donc il n'y a pas vraiment de raison de l'activer. Mais c'est clairement un de ces jeux où le frame generation n'apporte pas vraiment un gain énorme sur les cartes les moins puissantes, ce qui est un petit peu dommage. Pour Fortnite en remasterisation, alors c'est à l'avantage Nvidia ici, la 7700 XT est tout juste devant les 4060 Ti, et on est environ 23% derrière la 7800 XT. On est 30% derrière la 4070, et par rapport à la 6700 XT, c'est un gain de 25% environ. Si on active le ray tracing avec Lumen, alors c'est pas trop mal, puisque ça permet à la 7700 XT maintenant de devancer les 4060 Ti de 15%, et la 6700 XT de pas loin de 27%. Par contre, la 7800 XT reste pas loin de 25% au-dessus, et on est à pas loin de 15% pour la 4070. Si on active l'upscaling, alors la 7700 XT arrive aux 80 FPS de moyenne environ, ce qui est pas trop mal, puisqu'on a un écart de pas loin de 25% sur la 6700 XT, et environ 20% par rapport aux 4060 Ti. On a un écart un petit peu plus serré avec la 7800 XT, puisqu'on est autour des 15%, et en dessous des 10% par rapport à la 4070, donc ça reste vraiment un plutôt bon score pour la 7700 XT dans l'ensemble. Pour Spider-Man Miles Morales, en rasterisation, alors le jeu semble préférer les GeForce, surtout sur les 1% qui sont légèrement plus stables. La 7700 XT, comme souvent, se retrouve entre les 4060 Ti et la 4070, mais ici on est plus proche des 4060 Ti, puisque la 4070 est environ 20% au-dessus, la 7800 XT, elle, c'est aux alentours des 17%. On est à peine environ 5% au-dessus des 4060 Ti, par contre on est sur un gros 20% au-dessus de la 6700 XT. En activant le ray tracing, alors ça bouge pas énormément au niveau du classement, on est très légèrement au-dessus des 4060 Ti, mais c'est globalement la même expérience. La 4070 se retrouve donc maintenant avec plus de 25% de performance en plus, et la 7800 XT, on est aux alentours des 15%. Et on note aussi pas loin de 25% de perf par rapport à la 6700 XT. Quand on active l'upscaling, alors ça permet à la 7700 XT de passer les 100 FPS de moyenne, donc c'est pas mal du tout dans l'absolu. Et on voit aussi que beaucoup des cartes les plus puissantes se mangent à la limite du processeur, qui bloque une bonne partie des cartes autour des 125 FPS de moyenne. Donc ça, je dirais que c'est un jeu où le FrameGen permettrait de gagner en performance de manière assez significative, mais comme on le voit ici, ça dépend aussi énormément de la carte que vous allez utiliser, puisqu'on voit par exemple la 4090, les performances décollent complètement, mais pour les cartes les moins puissantes, c'est pas la même situation, puisque la 4070, on voit qu'elle gagne pas énormément, et les 4060 Ti, elle gagne encore moins. Pour Ratchet & Clank, alors c'est intéressant parce que c'est le même moteur de chez Insomniac à la base que pour Spider-Man, mais ici, on a aussi le Direct Storage qui a probablement un impact, puisque sur ce titre-là, on voit que c'est les Radeon qui s'en sortent mieux, principalement sur les 1%, là où sur Spider-Man c'était l'inverse. Et ici on est vraiment quasiment à mi-chemin entre les 4060 Ti et la 4070, par rapport à la 7800 XT, on retrouve nos 20% d'écart plus ou moins habituels. En ray tracing, la 7700 XT arrive ici pile aux 60 FPS de moyenne, ce qui est plutôt correct, mais on est en dessous de la 4060 Ti 16 Go. Par contre, on voit que la 4060 Ti 8 Go s'écroule avec son manque de
VRAM, comme toutes les cartes avec 8 Go de VRAM en fait. La 7800 XT reste 23% au-dessus, la 4070 on est sur 30% d'écart environ, et on gagne toujours environ 25% par rapport à la 6700 XT. Quand on active l'upscaling, alors ça permet à la 7700 XT d'aller chercher les 80 FPS de moyenne, et les écarts restent similaires dans l'ensemble en dehors de la 4060 Ti 8 Go, qui grâce à l'upscaling reprend un petit peu du poil de la bête. Donc le 1440p ray tracing natif, c'était un petit peu le point de bascule pour la 4060 Ti ici, et pour les cartes avec 8 Go de VRAM en général. Et enfin on termine sur Resident Evil 4 Remake. Alors c'est un jeu où les Radeon s'en sortent relativement bien la plupart du temps, les écarts sont plutôt classiques, on retrouve nos 20% vis-à-vis de la 7800 XT, et notre sandwich avec la 7700 XT entre la 4060 Ti et la 4070. Pour le ray tracing du coup, c'est plutôt correct aussi, avec 90 FPS de moyenne pour la 7700 XT, la 4070 est à 11% au-dessus, la 7800 XT, on n'est pas loin des 20% classiques. La 4060 Ti 16 Go est quand même 20% derrière, et la 4060 Ti 8 Go par contre, là aussi elle est plutôt en souffrance par manque de VRAM. Du coup si on active l'upscaling, ça permet aux cartes avec 8 Go de RAM de beaucoup mieux s'en sortir. Donc ici c'est un petit peu comme sur Ratchet & Clank, le 1440p ray tracing natif, c'est un petit peu le point de bascule. En dehors de ça, j'ai envie de dire le gain du FSR pour la 7700 XT est quand même plutôt minime, puisqu'on passe de 90 à 100 FPS. Personnellement, je préfère rester en natif quand il y a aussi peu de gains. On passe au récap des performances en 1080p, et bien pas de grande surprise. La 7700 XT, elle est effectivement au global entre la 4060 Ti et la 4070, tout en étant souvent un petit peu plus proche de la 4070, même si dans certains jeux c'est l'inverse. Pour la 7800 XT, on est aux alentours des 17% d'écart, ce qui est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Après, en 1080p, je dirais que la coupe sur le bus mémoire et donc la bande passante, ça se fait un petit peu moins ressentir que sur les résolutions supérieures. Par rapport à la 6700 XT, on est sur environ 25% de gain, ce qui est plutôt sympathique, mais si vous êtes en 1080p et que vous avez déjà une 6700 XT, passer sur la 7700 XT, ça se justifie pas vraiment, je trouve. Il n'y a pas encore assez d'écart entre les deux cartes pour que ça vale le coup. Avec le ray tracing, alors évidemment les GeForce sont un avantage. On retrouve la 7700 XT entre les deux modèles de 4060 Ti, ce qui est pas si mal que ça. La 7800 XT se retrouve à quasiment 18% au-dessus, et la 4070, on n'est pas loin des 30%. Par contre, avec la 6700 XT, le gain est un petit peu plus prononcé, puisqu'on n'est pas loin des 30% de performance en plus de ce côté-là. Pour le 1440p, alors le classement reste assez similaire de visu, mais les écarts commencent à se creuser un petit peu plus, puisque la 7800 XT, elle est maintenant pas loin des 21% plus performante. Donc la coupe sur la bande passante mémoire et le cache, ça se fait un petit peu plus ressentir qu'en 1080p. Et pour exactement les mêmes raisons, l'écart entre les 4060 Ti et la 7700 XT se creuse lui aussi un petit peu plus, puisqu'on passe maintenant d'environ 15% à 20%. La 4070 n'est qu'environ 11% au-dessus ici, donc la 7700 XT, c'est vrai qu'en rasterisation, en 1440p, ça se débrouille vraiment plutôt pas mal dans l'ensemble. Si on active le ray tracing, alors pas de grande surprise, ici 54 FPS en moyenne, de fortes variations selon les jeux, mais ça devient vraiment déjà très compliqué sur certains titres pour la 7700 XT, qui aura quand même souvent besoin de l'upscaling pour s'en sortir un petit peu mieux. Mais ça, c'est un petit peu la même chose pour toutes les autres cartes en fait, Le ray tracing en natif, au-dessus du 1080p, c'est quand même très lourd pour la majorité des GPU à l'heure actuelle. En 3440 par 1440, alors c'est globalement la même chose qu'en 1440p, si ce n'est que l'écart avec la 7800 XT se creuse encore un petit peu plus, puisqu'on a maintenant environ 22% d'écart. Et on gagne aussi environ 22% par rapport au 4060 Ti. Donc tout comme en 1440p, c'est ici la bande passante mémoire qui fait que les écarts sont un petit peu plus larges. En ray tracing, on arrive en dessous des 50 FPS de moyenne pour la 7700 XT, qui se retrouve en face de la 4060 Ti 16 Go, mais ça devient là aussi très compliqué pour la plupart des cartes sans upscaling, c'était déjà le cas en 1440p. En 4K maintenant, alors la 7700 XT arrive presque aux 60 FPS de moyenne, mais elle y est pas. Donc clairement la carte est plus taillée pour le 1080p et le 1440p, voire le 3440 par 1440. Et comme on a déjà pu l'observer dans les résolutions inférieures, c'est vrai que la bande passante pénalise encore un petit peu plus ici la 7700 XT vis-à-vis de la 7800 XT, puisqu'on arrive maintenant à quasiment 26% d'écart entre les deux cartes. La 4070 est pas loin des 15% au-dessus de la 7700 XT ici, et on se retrouve pas très loin des 25% au-dessus de la 4060 Ti. Et par rapport à la 6700 XT, on n'est pas loin maintenant des 30% d'écart, ce qui est plutôt pas mal, mais il faut quand même attendre d'arriver en 4K pour avoir un tel écart de performance. Sans surprise du côté du ray tracing, alors ça s'effondre totalement, mais ça c'est valable pour toutes les cartes graphiques, puisque là on est sous les 30 FPS de moyenne, mais
En dehors de la 4090, le 4K ray tracing natif à 60 fps, c'est totalement inaccessible. On passe donc sur le performance par watt, et ben pas de surprise non plus ici, comme on pouvait le supposer. La 7700 XT fait forcément moins bien que la 7800 XT, vu la différence assez faible au niveau de la consommation entre les deux cartes et vu l'écart de performance, elle est forcément moins efficace de ce côté-là. Alors ça reste malgré tout en progrès par rapport à RDNA 2, mais on est clairement assez loin sur ce tableau-là par rapport au RTX 4000. Et avec le ray tracing d'activer, ça change pas grand-chose. La 7700 XT vient se glisser entre ces deux grandes sœurs, et les RTX 4000, elles prennent le large, car en plus de ça, elles sont plus performantes en ray tracing. Au niveau de l'overclocking, alors comme pour la 7800 XT, il semblerait qu'on ait un petit peu de marge en ce qui concerne Navi 32, puisqu'ici j'ai réussi à atteindre les 12% de gain par rapport aux performances à stock, ce qui est plutôt sympathique. On a tout de même un joli gain sur les fréquences GPU, puisqu'on passe de 2600 MHz environ à 3000 MHz, et c'est quand même assez dommage, encore une fois, qu'AMD ait mis de la RAM moins rapide sur la 7700 XT, puisque comme on peut le voir, si on overclock la RAM, ça apporte un gain de performance quand même plutôt sympathique. Donc comme on a déjà pu le vérifier à plusieurs reprises dans le test, la carte est vraiment en manque de bande passante mémoire. Avec la même RAM que la 7800 XT, on aurait pu avoir un gain de performance plutôt sympathique. On arrive donc à la conclusion, et c'est vrai que pour la 7700 XT, c'est quand même une situation assez frustrante en fait, puisque la carte en elle-même, ses performances, il n'y a pas grand chose de mal à dire, c'est très correct dans l'ensemble. Ça permet de jouer très correctement jusqu'en 3440 par 1440. Et comme on avait déjà pu le voir avec la 7800 XT, il y a certains jeux où celle-ci allait chatouiller un petit peu les performances de la 4070. Là, on a vu aussi que la 7700 XT, dans certains titres, elle allait faire plus ou moins jeu égal avec la 4070, même si dans l'ensemble, la 4070 reste plus performante que la 7700 XT, mais l'écart est pas si marqué que ça la plupart du temps. Et par rapport au 4060 Ti, je trouve aussi que la 7700 XT c'est une carte mieux équilibrée dans l'ensemble, puisque du côté de la rasterisation, elle est toujours au-dessus des 4060 Ti, et en ray tracing, elles font plus ou moins jeu égal en dehors de certains titres où les GeForce sont clairement en avantage. Mais comme on a pu le voir dans le test, c'est vrai que les 4060 Ti s'effondrent énormément en passant du 1080p au 1440p. La 7700 XT perd aussi en performance évidemment, mais la chute est moins élevée, donc la différence entre les deux modèles de cartes se marque un petit peu plus, et c'est clairement l'avantage de la 7700 XT en rasterisation. Par contre, même remarque qu'avec la 7800 XT, du côté du ray tracing, alors c'est en évolution, avec RDNA 3 c'est mieux que sur RDNA 2, mais on reste quand même un bon cran derrière par rapport au RTX 4000, et c'est vrai qu'avec la sortie dernière du DLSS 3.5, donc du Ray Reconstruction, on a à la fois des cartes plus performantes du côté du ray tracing, et maintenant elles ont aussi possiblement une meilleure qualité d'image. Alors, le Ray Reconstruction, c'est pas encore parfait, c'est une première version, il reste encore pas mal de problèmes à régler. Malgré tout, on se doute bien qu'NVIDIA va continuer d'améliorer la chose, et qu'à terme, ce sera quand même un avantage à plusieurs niveaux pour les GeForce de ce côté-là. Donc oui, ici pour vous, le ray tracing, c'est vraiment quelque chose de très important. Les RTX 4000, ça fait un petit peu plus sens. Après, il faut aussi acheter le bon modèle de carte, puisque comme on l'a vu à plusieurs reprises, les 4060 Ti par exemple, elles sont quand même assez vite dépassées quand on est au-dessus du 1080p, et en plus de ça, le frame generation ne les aide pas énormément, puisqu'il y a aussi pas mal de jeux où celui-ci ne scale pas vraiment très bien. Quand on arrive au 1440p, il faudra passer en dessous pour avoir un scaling un petit peu plus sympathique. Mais bon, le plus gros problème de cette 7700 XT, plus que tout le reste, c'est son placement tarifaire. On est sur une carte qui est globalement 20% moins performante que la 7800 XT, pour seulement 10% d'écart au niveau du tarif. Ce qui fait, comme on le voit ici, le coût à la frame n'est juste pas cohérent avec celui de la 7800 XT. Alors oui, au tarif MSRP, au tarif officiel, ça reste une des meilleures cartes sur la génération actuelle, mais on est clairement en dessous de ce que propose la 7800 XT au niveau du performance prix. Et c'est encore pire si on prend les prix du commerce, puisque là c'est la chute pour la 7700 XT, puisqu'on retrouve un paquet de cartes qui ont un performance prix meilleur que celle-ci. Et avec les différentes baisses de prix qu'on a vu apparaître chez Nvidia, la 7700 XT se retrouve à peine, plus ou moins au même niveau que la 4060 Ti, et à peine en dessous de la 4070. Alors après, je sais pas, c'était peut-être l'objectif d'AMD, face à la gamme d'Nvidia, c'est vrai que la carte est relativement bien positionnée,
principalement face au 4060 Ti, mais c'est à peine mieux. Et pour AMD, je dirais que faire à peine mieux, c'est souvent pas suffisant pour essayer d'appâter l'acheteur. Il faut qu'il y ait une différence assez marquée pour donner envie à certains de franchir le pas, puisqu'au niveau de l'image de marque, pour l'instant, AMD reste encore derrière. Et là, je dirais que l'incitation est pas assez forte. Donc bon, pour moi, c'est vrai que la 7700 XT, c'est un petit peu une occasion manquée, puisqu'à 400$, soit environ 450€ chez nous, la carte se serait retrouvée en frontal avec la 4060 Ti 8Go, et comme la 7700 XT lui met quand même un taquet dans pas mal de situations, ça aurait permis, je dirais, un double lancement de carte beaucoup plus réussi, puisque la 7800 XT dans l'ensemble, c'était vraiment très très correct au niveau de la proposition. Et donc sans surprise, comme on l'a vu dans le commerce depuis la sortie, la 7800 XT c'est plutôt pas mal vendu, la 7700 XT par contre, on voit qu'elle a quand même du mal à trouver preneur, et c'est pas vraiment très surprenant, puisque je dirais la plus grande concurrente de la 7700 XT, c'est la 7800 XT, puisque pour à peine plus cher, elle fait mieux sur tous les plans, il n'y a vraiment aucune raison d'acheter une 7700 XT, tant que la 7800 XT est à peine plus chère. Et comme on l'a vu aussi sur le coup à la frame, même la 6700 XT de la génération précédente reste plus intéressante, du pur point de vue performance-prix, que la 7700 XT. Alors c'est peut-être aussi voulu de la part d'AMD ici, puisqu'à la différence de Navi 21, donc tout ce qui était RX 6800 XT est supérieur, on a vu que ça avait plus ou moins disparu de la plupart des revendeurs. Par contre, les 6700 XT et 6750 XT, on en retrouve encore un petit peu. Donc peut-être que le tarif actuel de la 7700 XT, c'est aussi pour maintenir un tarif un petit peu élevé encore pour les cartes d'ancienne génération, le temps que le reste du stock s'écoule, pour ensuite embrayer avec une petite baisse de tarif sur la 7700 XT, pour l'amener au tarif où elle aurait dû être lancée. Donc oui, il y a quand même fort à parier que la 7700 XT baissera de tarif relativement rapidement. En plus de ça, AMD a déjà laissé entendre que ce serait le cas dans une interview. Donc il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, la carte baissera de tarif à un moment ou à un autre, et je pense que ça arrivera dans quelques mois, peut-être même avant la fin de l'année. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage du coup de s'aborder le lancement de sa carte, puisque la première impression d'un produit, c'est souvent la plus importante, et on passe d'un test qui aurait été plutôt positif dans l'ensemble, à ici quelque chose de plutôt mitigé. C'est vrai qu'à 450€ maximum, la carte n'avait pas vraiment de concurrente en fait. Les 4060 Ti sont pas assez solides, je dirais, au niveau du performance-prix à l'heure actuelle. Mais là, à 500€, c'est vrai que le placement de la 7700 XT est quand même assez compliqué. Surtout vis-à-vis même du reste des quelques 6800 XT qui restent encore à écouler. Et principalement face à la 7800 XT, qui est juste bien plus équilibrée au niveau de son performance-prix à l'heure actuelle. Et l'autre chose qui est toujours en attente, c'est le FSR 3 bien évidemment. On attend d'avoir des nouvelles, on attend d'avoir une date de sortie officielle, puisqu'on sait que normalement c'est prévu pour cet automne. Ça nous laisse jusqu'à la fin de l'année. On espère qu'AMD avancera quand même un petit peu plus vite ici, puisque ça fait pas loin d'un an que ça a été annoncé. Il serait quand même temps que ça sorte. C'est quand même très long entre l'annonce et la sortie de la nouvelle feature, puisqu'en face de ça, on a vu qu'NVIDIA continue d'évoluer. On a vu que le DLSS 3.5, alors certes c'est présent que dans un seul jeu, il y en a un autre qui est prévu dans pas trop longtemps. Mais pour AMD, pour l'instant, en ce qui concerne le Frame Generation, ils ont un an d'écart par rapport au support qu'NVIDIA a déjà pu apporter. C'est déjà présent dans pas mal de jeux. Le FSR 3, ça part de zéro. Il faudrait quand même qu'AMD mette un petit peu les bouchées doubles de ce côté-là. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait et que vous voulez donner de la force à la chaîne, faites les trucs pénibles de YouTube. Vous pouvez aussi passer par la page Ko-fi. Et encore un énorme merci à ceux qui y contribuent, puisque ça m'aide vraiment énormément. Donc on se retrouve aussi très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!